Pascal Canfin, bonsoir. Vous êtes député européen d'Europe Écologie Les Verts et vous animez ce soir une formation à Rueil-Malmaison sur la crise et les solutions proposées par les écologistes. Quels sont, d'après vous, les principaux facteurs qui ont fait rentrer l'Europe dans la crise? Le premier facteur, c'est l'explosion de la dette publique liée à la crise financière de 2008 et au fait que les États ont dû s'endetter massivement pour sauver les banques et pour relancer l'économie, éviter une récession majeure. Et donc, comme ils n'avaient pas cet argent, ils l'ont emprunté sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on gère les conséquences de cette explosion importante de la dette publique. Le deuxième élément de la crise, c'est que nous n'avons pas en Europe une seule dette, mais dans la zone euro, 17 dettes séparées de chaque 17 États membres. Et du coup, chaque État pris séparément est faible, il n'est pas aidé par les autres. Aujourd'hui, en 2010, au moment du déclenchement de la crise dans la zone euro, de la Grèce notamment, il n'y a pas eu de solidarité immédiate avec la Grèce. Donc ça s'est enfoncé dans le rouge petit à petit et il a fallu 2 ans pour commencer à construire les mécanismes de solidarité. Donc le deuxième élément de la crise, c'est finalement une sorte d'égoïsme de chaque État de la zone euro. Le troisième élément, c'est que les politiques publiques qui sont menées pour réduire cette dette publique sont tellement massives en termes de réduction des déficits, donc c'est une austérité généralisée. La conséquence, c'est que quand on coupe le moteur, forcément l'économie s'effondre. Et donc on a une récession, et cette récession, elle va aggraver la situation, puisque d'abord elle crée davantage de chômage, elle augmente la souffrance, la précarité, mais elle diminue aussi les recettes fiscales, et donc elle augmente les déficits. Et donc on est dans un cercle vicieux et on n'arrive pas à régler le problème. Puis la troisième source, spécifique à la zone euro, c'est que la Banque Centrale Européenne n'intervient pas pour aider les États, ou elle intervient extrêmement peu pour aider les États, contrairement à la Banque Centrale du Royaume-Uni, d'Angleterre, et à la Fed américaine. Et donc là où les mêmes situations aux États-Unis et au Royaume-Uni sont gérées par la Banque Centrale, eh bien en Europe, dans la zone euro, les États sont laissés à eux-mêmes. Et donc forcément, ils sont face à face avec les marchés. Et aujourd'hui, on peut dire que ce sont les marchés qui sont en train de gagner. Et quelles sont alors les principales solutions que proposent aujourd'hui les écologistes? La première chose, c'est que la Banque centrale puisse intervenir, comme elle le fait au Royaume-Uni, comme elle le fait aux États-Unis, pour apaiser les tensions. Ça veut dire acheter de la dette des États si cette dette ne trouve pas preneur sur les marchés financiers. Deuxième élément, réduire la capacité de nuisance des marchés. Aujourd'hui, cette crise n'est pas que financière, mais c'est aussi une crise financière. Et on sait qu'il y a de la spéculation sur les marchés financiers de la part de certains fonds spéculatifs contre les dettes des États. Et donc, il n'y a aucune raison de les laisser gagner de l'argent sur notre dos, alors que ce sont eux qui ont généré la dette publique. Donc la deuxième grande politique, c'est de diminuer la capacité de nuisance des marchés. La troisième, c'est de mutualiser les dettes publiques en Europe. Il n'y a pas aujourd'hui de spéculation contre l'euro en tant que monnaie, parce que l'euro, c'est immense, c'est très gros. Et donc les marchés n'arrivent pas à spéculer contre l'euro. En revanche, ils spéculent contre les dettes souveraines, parce qu'on a dans la zone euro 17 dettes différentes. Si on mutualisait progressivement cette dette, ça permettrait d'avoir une masse critique qui serait trop grosse pour permettre la spéculation. Voilà 3 exemples, il y en a d'autres comme la création d'un budget européen, la fin de la concurrence fiscale entre nous et le développement d'un budget européen qui permettrait de financer des politiques d'investissement, notamment dans la conversion écologique. Les 2 chefs de gouvernement récemment nommés en Italie et en Grèce sont des anciens de Goldman Sachs. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est également le cas du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Donc on voit qu'on a, depuis longtemps, on le sait, aux États-Unis, une infiltration, une connexion très forte entre l'administration américaine et la banque, Goldman Sachs. C'était moins connu en Europe jusqu'à ces dernières semaines, et maintenant c'est en train d'être révélé au grand jour. Alors ce qui est vraiment problématique, c'est que ce sont des personnes qui ont été chez Goldman Sachs, mais qui, depuis qu'ils en sont sortis, n'ont pas critiqué le modèle de Goldman Sachs. Parce qu'on peut, après tout, faire une fois dans sa vie 3 ans chez Goldman Sachs et puis dire, bon ben voilà, maintenant je sais comment ça se passe et je vais faire autre chose. Là, ils ne l'ont pas critiqué.
Moi, j'ai directement posé la question à Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, sur est-ce qu'il critique ce modèle de Goldman Sachs dans lequel il a travaillé, et sa réponse est non. Or, on sait très bien que le modèle de Goldman Sachs, c'est vraiment l'antithèse de tout ce qu'on peut défendre. C'est l'opacité, c'est les magouilles, c'est l'intérêt privé contre l'intérêt général, c'est la maximisation des bonus à court terme, c'est tout ce dont on ne veut pas. Et donc c'est profondément embêtant pour la démocratie et pour les types de politiques publiques qui sont menées qu'aujourd'hui, ce soit des anciens de Goldman Sachs qui deviennent de plus en plus en responsabilité au niveau européen. Pascal Canfin, merci. Merci.